On va commencer dans peu de temps. Derrière toi, on a la pierre martienne, une météorite qu'on vient de récupérer. Donc si tu peux un tout petit peu te décaler vers ta droite, là. Voilà. 30 secondes. Voilà, pas complètement au centre du banc. Voilà. C'est Philippe, là. Il démarre. Il fait une petite intro pour défendre cette place. Moi, je pose. Ça va être premier. Philippe. Non, toi. Bonjour à tous. Nous sommes là pour vivre un moment exceptionnel en direct de l'exploration de Mars, un moment exceptionnel, et nous le vivons ici. Je suis à Toulouse, à la Cité de l'Espace, et en particulier sur l'exposition Explorer Mars que nous avons lancée en février. Nous sommes aussi, bonjour à tous, mais nous sommes aussi nombreux puisque les salles de la Cité de l'Espace ici à Toulouse sont pleines aussi de spectateurs. Et puis, il y a aussi, bien sûr, beaucoup de viewers, on appelle ça, enfin, c'est les gens qui regardent sur Internet, les internautes, et qui nous regardent. Donc, nous leur souhaitons une bonne matinée. Nous souhaitons une bonne matinée, et nous souhaitons une bonne matinée à Curiosity, ce rover qui est en train d'arriver sur Mars. Nous allons partager un moment d'émotion intense, je pense, quoi qu'il arrive de toute façon. Et nous faisons en particulier un petit bonjour aux scientifiques qui sont présents ici, puisque beaucoup ont du matériel sur Mars actuellement, enfin sur Mars, sur le rover Curiosity. Curiosity, depuis le 26 novembre, a fait 567 millions de kilomètres et il arrive maintenant tout près de Mars. Nous savons que la planète est actuellement à 248 millions de kilomètres. Et bien, nous regarderons ce qui se passe dans les minutes qui vont venir en temps réel, c'est-à-dire nous allons essayer de vous donner les informations qui concernent le robot actuellement sur Mars, mais aussi celles qui viendront de la NASA lorsque la télémétrie arrivera et lorsqu'elle nous permettra de savoir si ça s'est bien passé. La vitesse de la lumière, cela va très vite, 300 000 km par seconde, mais il faut 13 minutes, 48 secondes pour permettre de recevoir les informations qui nous arrivent de Mars. Le JPL semble confiant actuellement. Ce matin, il indique que tout va pour le mieux. Et nous faisons un petit coucou quand même à 35 ans de sondes Voyager 1 et 2. Ces sondes Voyager 1 et 2 sont parties il y a 35 ans. Elles fonctionnent toujours, elles donnent toujours des informations et actuellement, elles sont aux confins du système solaire. Elles nous indiquent, elles sont à une distance de 16 heures, de plus de 16 heures-lumière, près de 17 heures-lumière. Il faut tout ce temps pour que l'information nous arrive. Elle nous donne toujours des informations. Donc vous voyez que dans l'espace, il y a actuellement des sondes parties depuis très longtemps et que le JPL suit toujours. Donc nous pourrons savoir tout à fait tout à l'heure si Olivier Sanguy, notre envoyé spécial au JPL, nous donne des informations sur ce qui se passe en ce moment en temps réel aussi dans les salles de presse, mais aussi dans la salle de contrôle du JPL. Nous ferons un point évidemment tout à l'heure dans la matinée des enjeux de ce qui est là, actuellement l'exploration spatiale et en particulier évidemment avec Pierre Bousquet qui est chef du service de planétologie. Nous ferons le point toute la matinée sur
ce qui se passe au JPL. Nous rappellerons les étapes de l'atterrissage, bien sûr. Nous serons avec la NASA et nous serons avec l'interprète Yann Margot qui suit aussi ce qui se passe en ce moment sur le site de NASA TV. Nous suivrons jusqu'à 8h15, à peu près 8h30, les informations qui nous arrivent et ensuite nous continuerons pendant 1 heure au-delà de cela pour suivre ici à la Cité de l'Espace cet atterrissage. Nous espérons peut-être voir des images, ce n'est pas encore certain. Ensuite, eh bien, ces informations de la NASA qui nous arrivent, c'est évidemment essentiel et on les remercie beaucoup. Mais nous avons participé, nous avons collaboré étroitement avec le CNES sur cette exposition, Explorer Mars, mais aussi sur cet événement de ce matin. Donc nous les remercions beaucoup. Et donc je vais passer et cette coopération s'est faite entre le CNES et la Cité de l'Espace. Et je vais d'abord passer la parole à Jean-Baptiste Desbois, qui est le directeur général de la Cité de l'Espace et qui nous dit un mot d'accueil. Oui, merci Philippe. Philippe Dronneau, que vous connaissez pour la plupart, qui est le directeur des publics de la Cité de l'Espace et qui a été la cheville ouvrière de toute cette opération et même plus, puisque c'est également le maître d'œuvre de l'exposition Explorer Mars et qui est le décor dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors la Cité, effectivement, se devait évidemment de faire vivre au grand public cet événement majeur et c'est une opération que nous avons montée et organisée la main dans la main avec les équipes du CNES, Marc Pircher, le directeur du Centre spatial de Toulouse, Philippe Collot, le directeur adjoint de la communication externe, est ici présent, je le salue, et puis toutes leurs équipes. Ça a été un travail vraiment très très étroit pour monter cela. Alors la Cité, effectivement, a pour vocation de présenter au grand public l'avancée de la connaissance dans le monde du spatial et de l'astronomie, de faire découvrir à ce public aussi ce qui se passe sur les paillasses des laboratoires, lui faire découvrir aussi ce qui se passe dans les salles blanches, qui sont des endroits interdits ou très difficiles d'accès au niveau des entreprises, chez les constructeurs de lanceurs ou de satellites. Quels sont les enjeux aussi du spatial, ce qui se passe également dans les établissements, dans les entreprises, notamment toulousaines. Vous savez que Toulouse est la capitale européenne du spatial, on peut même dire capitale mondiale du spatial civil. Et donc ce qui se passe également dans les entreprises qui travaillent sur les outils du futur grâce au spatial, toutes les applications qui en sont issues. Alors nous avons donc bien sûr un lien extrêmement étroit avec le monde de la filière spatiale et avec notamment le CNES, évidemment, fondateur de la Cité de l'Espace auprès de la ville de Toulouse, le CNES qui nous accompagne très étroitement donc, depuis ces 15 années, et avec l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et en planétologie, qui est un des fleurons de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Donc je salue le directeur de l'IRAP qui est quelque part là ici dans la salle, Martin Géard, le voilà Martin, voilà, directeur de l'IRAP, et Pierre Solaire, le directeur de l'Observatoire Midi-Pyrénées, qui sont des partenaires très importants de la Cité de l'Espace avec lesquels nous travaillons aussi surtout notre contenu scientifique. La Cité, pour présenter au grand public tout cela, elle s'appuie sur des expositions permanentes qui ont été entièrement renouvelées, de millimètres carrés entièrement renouvelées depuis le mois de juin. Elle s'appuie également sur des objets. Vous connaissez beaucoup, pour la plupart d'entre vous, les objets emblématiques de la Cité. Je pense notamment à la fusée Ariane, évidemment, parce que nous sommes aujourd'hui dans un événement autour du CNES. Et donc cette fusée Ariane est emblématique de cela. Des planétariums à la Cité de l'Espace également, des spectacles dans la salle IMAX, et puis des expositions temporaires. J'en ai cité une aujourd'hui, donc Mars, Explorer Mars, donc la vie de cette conquête de Mars, de cette découverte de Mars à travers les robots qui sont allés ou qui ont essayé d'y aller pour certains. Pour finir, un petit clin d'œil à l'équipe de Curiosity. Nous avons, vous le savez, à la Cité de l'Espace une pierre de lune, la seule exposée en France au public. Elle est prêtée à la Cité de l'Espace par la NASA depuis l'ouverture de la Cité de l'Espace. NASA avec laquelle on est bien sûr très en lien également. Et nous allons exposer au public dans quelques jours, d'ici la fin de la semaine, une météorite martienne. Voilà, nous l'avons montrée ici. Elle va être bien sûr un peu plus sécurisée dans quelques jours, mais nous avons confiance en vous, le public est là aujourd'hui. La météorite martienne est ici. Elle sera présentée au public donc d'ici la fin de la semaine. Elle nous est prêtée par Luc Laben, qui est un spécialiste reconnu du monde des météorites, en lien avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et je crois que c'est un clin d'œil sympathique qu'on peut faire à Curiosity. Curiosity va approcher ces roches vraiment physiquement de près. Et là, nous avons une météorite qui est arrivée, qui a à peu près 1 milliard, 1,3 milliard d'années. Et elle est arrivée sur Terre en fin d'année 2010. Voilà. Et pour finir, je salue le consul des États-Unis, qui est quelque part dans la salle, voilà, que je n'ai pas encore salué, mais je tenais en tout cas le remercier d'être présent aujourd'hui pour participer à cette belle opération. Voilà Marc, si tu veux dire un petit mot pour le CNES.
Oui, je vais dire un petit mot. Merci Jean-Bernard. Alors merci par la Cité de l'Espace d'organiser Jean-Baptiste. Et pour JB, parce que j'ai un JB aussi dans l'équipe. Oui. Donc en fait, on est là en train de vivre une aventure extrêmement extraordinaire. C'est la 41e tentative humaine là pour aller vers Mars. En fait, depuis 1960, il y a des tas de pays, notamment l'URSS et les États-Unis, qui essayent d'envoyer des tas de choses, et l'Europe aussi, puisque l'Europe a envoyé Mars Express, mais n'a pas tout réussi, puisqu'on avait notre Beagle, là, qui était un véhicule qui devait descendre sur Mars, qui n'est pas arrivé dessus. Donc en fait, c'est beaucoup de tentatives, 14 succès. Bon. Pas mal d'échecs au lancement, quelques véhicules qui ont raté Mars, parce qu'ils sont passés à côté, dès qu'ils sont tombés un peu vite. Et tout ça, ça crée une tension et ça crée une attention de tout le monde là, dans cet événement. C'est qu'après plusieurs mois de voyage, nos véhicules doivent arriver et puis se retrouver avec réduire sa vitesse extraordinaire, puisque c'est des vitesses, évidemment, pour s'extraire de l'attraction terrestre, on va dépasser les 13 km/s et on va se retrouver vers Mars. Et là, il va falloir arriver à quelques kilomètres heure et voir à la fin, tranquillement, pour se poser avec des rétrofusées, des parachutes. Je ne vais pas tout vous raconter parce que vous allez avoir le détail de la descente. Alors pourquoi la France est très très intéressée? Nous avons deux PI, c'est-à-dire des principaux investigateurs, co-PI, sur deux manips très importantes, qui sont SAM et ChemCam, et qui sont en fait faites à Toulouse, tu l'as dit, à l'IRAP, mais aussi au Latmos, donc en région parisienne, où en fait on a des manips qui sont très fortement liés à la composée des roches. Tous les deux sont pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a sur Mars. Et cette aventure, aujourd'hui, je crois que plus personne ne doute qu'on va essayer de trouver, est-ce qu'il y a eu un jour de la vie sur Mars? L'eau sur Mars, elle y est pas, elle y est encore, sous quelle forme? Alors sous forme de glace, on imagine, il va falloir essayer de le trouver, ou à l'intérieur des roches aussi. Donc il va falloir trouver tout ça, et on va essayer de voir qu'est-ce qui a fait que Mars, qui avait la même aventure que la Terre dans les premiers milliards d'années, n'a aujourd'hui plus la même vie, a divergé depuis un certain temps. Quand je dis un certain temps, ça se compte en milliards d'années quand même. Donc c'est relativement long. Donc c'est toute cette aventure-là qu'on va vivre. Et ce rover qui fait 900 kilos, là, qui est derrière moi, ce rover est absolument extraordinaire. Nous avons ici une maquette 1 et qui a été réalisée avec des élèves, en fait, et qui a été d'ailleurs admirée par les Américains eux-mêmes au Bourget. Quand ils ont vu qu'on avait fait une maquette échelle 1, ils étaient un peu sidérés dans la mesure où ils n'avaient même pas leur propre maquette. Donc on a là quelque chose qui, à la Cité de l'Espace, est unique. Donc cette aventure, on la vit tous ensemble. Je crois que vous allez avoir le détail de tout ce qui se fait. Vous faites aucune illusion. C'est pas tout de suite qu'on aura toutes les informations sur Mars et l'analyse des roches dès le premier jour, puisqu'on prend un certain temps pour mettre en œuvre les équipements. On prend un certain temps pour allumer nos équipements techniques, vérifier que ça marche bien. On met aussi toutes les équipes qui sont actuellement, il y en a toute une équipe qui est actuellement aux États-Unis, puis ça démarre aux États-Unis, au JPL, comme on l'a dit, sur la côte ouest américaine, avec 9 heures de décalage pour eux, par rapport à nous. Et ensuite, on va avoir des équipes qui, en alternance, vont travailler ici sur le centre spatial de Toulouse, dans un centre de mission, qu'on appelle centre de mission, avec la communauté scientifique qui vient pour déterminer qu'est-ce qu'on va faire comme analyse, les analyses futures, et puis on reçoit toutes les données et on exploite toutes ces données. Je pense qu'on en a pour des années d'exploitation, ça c'est clair. On en a pour 2 ans terrestres, c'est 1 an martien, au minimum, puisque tout a été défini pour tenir ces 2 ans terrestres. Et puis tout est organisé pour que les uns et les autres puissent travailler quasi H24, puisqu'on va s'alterner entre la côte ouest des États-Unis et l'Europe, et notamment la France. Donc tout ça est international. On ne va pas sur Mars tout seul, mais les Américains ont quand même prouvé qu'ils étaient bien rodés, et notamment le JPL. Voilà, donc je ne vais pas plus loin, puisqu'on va vous raconter toute cette histoire en détail, et vous allez voir que c'est assez fabuleux au niveau technologique et au niveau scientifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant savoir si Olivier Sanguy est au JPL et si nous sommes en liaison avec lui. Oui, Philippe, je t'entends. Oui. Eh bien, Olivier, comment ça se passe au JPL en ce moment? Où en est-on? Eh bien, là, il vient d'y avoir des applaudissements dans la salle de contrôle de Curiosity, puisqu'une étape importante vient de se terminer. Le rover ne reçoit plus de signaux de la Terre, il ne fait plus qu'émettre. Donc, c'est une étape importante dans l'approche de Mars qui a été franchie. Apparemment, maintenant, tout est vert.
Et le vaisseau spatial, la capsule qui transporte Curiosity, est donc maintenant intégralement autonome. Elle ne fait plus qu'émettre, elle ne reçoit rien de la Terre. De toute façon, si on devait envoyer un ordre, il arriverait bien trop tard. Mais pour l'instant, tout est nominal. Alors, je suis au JPL en Californie. Derrière moi, vous voyez peut-être cet objet bizarre, c'est Explorer 1, premier satellite américain, qui est bien sûr ici le début de l'aventure spatiale du Jet Propulsion Laboratory. Je crois, Olivier, que tu as prévu un film que tu nous as envoyé il y a très peu de temps. Oui, tout à fait. Il y a à peine quelques heures, j'ai enregistré un message de Sylvestre Maurice, qui est donc le co-responsable de l'instrument ChemCam, qui, je le rappelle, cette caméra chimique qui analyse les roches à distance avec un rayon laser. Cette caméra qui est une coopération franco-américaine avec le soutien du CNES, l'Agence spatiale française. Donc nous allons écouter Sylvestre Maurice qui nous adresse un message. Bonjour Toulouse, ici le JPL. On atterrit dans quelques heures et il fait beau, il fait chaud. Pour nous, c'est la soirée qui commence et pour vous, c'est au petit matin. Je suis content de vous parler, je suis désolé de ne pas être avec vous dans cette merveilleuse salle ou dans ces salles de la Cité de l'Espace, tellement vous êtes nombreux. Je remercie la Cité de vous avoir invité, le CNES bien sûr, tous les gens des laboratoires qui ont travaillé sur ce projet pendant de nombreuses années. Écoutez, vivez ça en direct avec nous, on est prêts, on n'a jamais été aussi prêts, on vient de passer les quelques dizaines de milliers de kilomètres qui restent à parcourir. La sonde accélère, c'est la gravité de Mars qui nous attire et il va falloir très vite ralentir. Et maintenant, c'est l'instant crucial que vous connaissez tous, que vous allez vivre avec nous en direct. Malheureusement, je ne pourrai pas vivre ces derniers instants avec vous parce que nous, dans les minutes qui suivent, nous devons commencer les opérations, la mise en route de l'instrument ChemCam. On ne sera pas dans cette configuration lorsqu'on se pose. Le mât est plié, il nous faudra plusieurs jours pour le déplier. Le bras aussi, d'ailleurs, sera plié. Mais très vite, on va pouvoir allumer nos instruments et regarder si électriquement, au moins, ils nous parlent. Et ça, c'est dans les heures qui suivent. Et c'est ça notre occupation. Les opérations d'MSL vont commencer. Merci à Sylvestre et merci à Olivier. Olivier, nous sommes ici avec un simulateur qui nous permet actuellement, en principe, là, nous sommes, ce que vous voyez sur le simulateur, si la régie peut l'envoyer, nous sommes en temps réel, c'est-à-dire c'est ce qui se passe sur Mars. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes dans cette situation et si nous sommes à 4 secondes du séparation ici. Alors, bien entendu, ce qui se passe là, on n'en sait rien. C'est ce qui doit se passer normalement, à quelques secondes près aussi, mais j'ai à peu près réglé l'heure. Donc, normalement, on va avoir des informations dans 13-14 minutes de la séparation de l'étage de croisière. Et puis ensuite, il y a un petit moment ensuite qui sera différent, où on va avoir un free flying comme ça. Pierre Bousquet, chef du service de planétologie, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui. Coller le menton, voilà. Donc, eh bien, nous allons parler un tout petit peu et rapidement de ce qui se passe et quelle est la différence, quels sont les enjeux par rapport finalement à ces rovers qui sont habituellement qui étaient plus petits, même si ce sont des très belles réussites. Là, on est vraiment dans un stade différent. Parlez-nous un tout petit peu des très grosses différences maintenant, aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est déjà passé dans le passé. On va le regarder un peu en détail là. La principale différence, c'est la taille. La différence évidente pour ceux qui ont les rovers sous les yeux en ce moment, c'est la masse, le volume de ce rover énorme de 900 kg qui est aussi gros qu'une voiture. Vous avez ici la photo réalisée au JPL qui montre un peu le même principe que ce que vous avez sous les yeux. Aller sur Mars, c'est pas facile. Marc Pircher l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'échecs dans le passé pour les missions martiennes. L'atmosphère de Mars est très ténue, donc il est très difficile de se freiner malgré l'utilisation d'un bouclier et de parachute. Et poser un engin aussi lourd que celui-ci est particulièrement compliqué. On peut passer à la planche suivante qui vous montre la réalité de ce que j'annonçais. Le rover est vraiment aussi grand qu'une voiture. Les gens du JPL se sont amusés à le présenter avec le bouclier de rentrée. Donc vous voyez qu'une voiture rentre confortablement dans ce bouclier. Ce bouclier est le plus grand qui ait jamais été utilisé pour une rentrée martienne. Il fait 4,50 m de diamètre. En fait, la NASA s'est pas
compliquer la vie en termes de conception, ils ont pris le plus grand lanceur utilisable sur le marché et ils ont fait le bouclier le plus grand possible qui rentrait dans la coiffe de ce lanceur. Planche suivante. Là, on va pas énumérer des chiffres. Les grands principes des systèmes physiques qui seront utilisés pour la rentrée sont tous à l'échelle de la masse du rover. La rentrée se déroule en 3 phases. Une phase qui utilise ce grand bouclier pour réduire la vitesse de 6 km par seconde à 500 mètres par seconde environ. Une deuxième phase sous parachute et une dernière phase pilotée par des rétrofusées qui se termine par l'utilisation du fameux Sky Crane, la grue de l'espace, le treuil de l'espace, qui est assez spectaculaire, que vous verrez vers la fin de la présentation. Dès la première phase, on a une grande originalité, une grande innovation, qui est l'utilisation de fusées pour guider la capsule pendant sa rentrée atmosphérique à très haute vitesse. C'est un système très efficace pour poser une grande masse. Ça permet d'optimiser l'efficacité du freinage atmosphérique. Et c'est surtout très précis. Là, vous avez sous les yeux la zone d'atterrissage, la région de Gale. Et la petite ellipse que vous distinguez en haut à gauche du dessin, pointée par une flèche, c'est un tout petit ovale de 20 km dans la plus grande dimension, qui est la zone dans laquelle, à coup sûr, normalement, le rover devrait se poser. Alors actuellement, la NASA disait ce matin qu'elle avait dérivé de 300 mètres par rapport au point central de cette petite ellipse. Donc, 300 mètres, c'est pas beaucoup par rapport à C'est de la théorie, hein, mais... 300 mètres, c'est très peu par rapport à l'incertitude visée. Ça montre qu'ils ont bien maîtrisé la navigation. Et donc, ce qui est important dans ce dessin, c'est de comparer cette petite ellipse de 20 km dans la plus grande dimension. On peut revenir au dessin, s'il vous plaît. De comparer cette ellipse à celle des missions précédentes, qui sont les grands ovales qui entourent celui de la mission d'aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que le rover se déplace de 100 mètres par jour. Donc pour lui, pour aller dans les zones de plus grand intérêt scientifique, c'est très important d'avoir réduit cette incertitude à quelques kilomètres, 10 km, 20 km, alors que pour la mission Viking, par exemple, on avait une incertitude de 200 km. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas vraiment aller là où on le souhaitait. Alors qu'aujourd'hui, la NASA s'est donné les moyens de conduire le rover vraiment dans les zones d'intérêt scientifique maximum. Je crois qu'on a un petit film à passer sur le parachute. On va le voir tout de suite. Oui, le parachute, lui aussi, est le plus grand jamais utilisé. Ce film montre son essai, son test en soufflerie. 16 mètres de diamètre physique sur ce parachute. Vous pouvez mettre ça à l'échelle de votre maison ou d'un bateau qui serait déjà très beau. Oui, c'est une des phases cruciales qu'il va devoir réussir aujourd'hui. Donc ici, actuellement, on va voir cette diapo numéro 6 qui arrive et qui va parler des enjeux, continuer sur les enjeux de ce rover par rapport au précédent. Voilà, ici, c'est la différence. Après le parachute, on utilisera des rétrofusées. Et la nouvelle originalité de cette mission sera l'utilisation de ce que j'ai appelé le treuil de l'espace, mais certains d'entre vous certainement le connaissent sous le nom de Sky Crane. Vous allez voir un peu plus tard un essai qui montrera comment il a été validé au JPL. Donc c'est un système très original, mais qui est particulièrement élégant puisqu'il va permettre de ne poser en douceur que la partie noble de la mission, le rover tout seul. Et ça a largement permis d'optimiser la masse posée sur Mars. Alors on va lancer un petit film qui compare finalement ce qui s'est passé en 2004 avec Spirit et Opportunity. Si on peut passer le petit film, voilà comment ça se passait donc en 2004 et comment on montrera tout à l'heure, évidemment, et vous allez le vivre, ce qui doit se passer cette fois-ci. On est à 3 minutes de l'entrée, 3 minutes 30 de l'entrée en principe dans l'atmosphère. Les petits rovers précédents étaient posés par ce système d'airbag qui était rustique. Relativement fiable, puisqu'il permettait de tolérer des vitesses horizontales. À cause du vent notamment, on pouvait accepter d'être posé avec une vitesse verticale relativement importante et une vitesse horizontale aussi de quelques dizaines de mètres par seconde. Mais on conçoit qu'il aurait été difficile de poser une voiture de 900 kg sur ce principe-là.
Alors, on a des nouvelles d'Olivier Sanguy au JPL. Une seconde. Olivier Sanguy. Oui, bonsoir. Donc là, on vient de passer une étape extrêmement importante. Il y a eu des applaudissements dans la salle de presse. Il a été confirmé que Mars Odyssey, la sonde qui tourne depuis 11 ans autour de Mars, serait bien en place pour écouter Curiosity jusqu'au bout. Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on souhaitait avoir évidemment ce matin des nouvelles en direct, puisqu'il n'y a que Mars Odyssey qui est capable de nous retransmettre la télémétrie, à part les petits tones qu'on entend quelquefois et qui sont eux, qui passent directement. Et Mars Odyssey est essentiel. Merci Olivier, on continue pour pouvoir rester dans le timing. Donc, là, vous avez sous les yeux les principaux étages du matériel. En haut, le module de croisière, le cruise stage, qui a été déployé normalement aujourd'hui, à l'instant où on parle, mais on ne le sait pas encore. La coque arrière de protection thermique. Le descent stage, c'est le module qui contient les rétrofusées, auquel le rover en dessous sera accroché par le treuil. Et en bas, en forme de chapeau chinois à l'envers, le bouclier, qui est utilisé pendant les 4 premières minutes chaudes, les 4 premières minutes à très haute vitesse quand on rentre dans l'atmosphère. Je crois que nous avons... Planche suivante, on voit des tests du radar. Le radar qui est utilisé pour piloter les rétrofusées à la fin de l'atterrissage, qui a été testé sous hélicoptère. Le bon fonctionnement de ce radar n'est garanti que jusqu'à 10 mètres d'altitude à peu près. C'est une des raisons qui a fait utiliser le treuil. L'information de contact du rover avec le sol n'est pas donnée par le radar, mais sera donnée par la masse, le soulagement du poids au niveau du module de croisière quand le rover aura posé ses roues. Alors juste une seconde pour regarder ce film et ensuite on revient sur l'actualité. Donc le film sur le détachement, la séparation du robot tout à l'heure, tout ça se passe à la fin, ça se passe très très vite tout ça, toutes les opérations. Très très vite, il faut 7 minutes simplement au total et là il faut quelques secondes seulement. Quelques secondes pour poser le rover correctement avec le système. Ça c'était un test évidemment, ici. Nous sommes à 30 secondes théoriques, mais le JPL nous le confirmera, 30 secondes théoriques de l'entrée dans l'atmosphère. Si on peut voir le... Donc ce treuil, personnellement, je trouve vraiment que c'est une solution élégante, mais on conçoit bien qu'après 8 mois de croisière entre la Terre et Mars, on n'est pas à l'abri de coincement, par exemple. C'est une partie qu'il va falloir réussir dans quelques secondes. Il n'y aura que quelques secondes pour réussir ce déploiement, et il sera vraiment essentiel pour avoir un posé réussi du rover. Si on peut mettre le simulateur, une seconde, le simulateur. Nous sommes en théorie, actuellement, vous voyez... ce simulateur qui nous donne, à l'heure où je l'avais placé, un début d'entrée dans l'atmosphère. Maintenant, on va voir si Olivier Sanguy est en ligne. Olivier ? Oui, je suis en ligne, Philippe. Donc, est-ce qu'actuellement on attend l'entrée dans l'atmosphère ? Oui, je t'entends. Est-ce que tu as des nouvelles de l'entrée dans l'atmosphère actuellement ? Oui, tout à fait. Là, ils ont armé toute la pyrotechnie qui doit charger de la séparation et on attend donc confirmation qu'il y a bien eu séparation. Alors, voilà, là, à l'instant où je vous parle, ils disent « We are firing our first pyro », c'est-à-dire nous mettons à feu nos... Non, pour l'instant, ils en sont à séparer l'étage de croisière. Ils vont mettre à feu les systèmes pyrotechniques de séparation. D'accord, l'étage de croisière... Oui, j'ai une coupure son là. Nous sommes dans une situation donc actuellement où la NASA sait qu'il se passe un certain nombre de choses en matière de rentrée dans l'atmosphère, mais elle n'en a pas la confirmation, donc nous les aurons à partir de, disons, 7h14 normalement à peu près. Donc on va peut-être regarder des images aussi de NASA TV pour voir comment est l'ambiance là-bas, au niveau du centre de contrôle de Pasadena en Californie. C'est actuellement 76 charges pyrotechniques qui vont fonctionner pour pouvoir séparer tous les modules, puisqu'actuellement le rover pesait tout à l'heure 3900 kg. Il perd 500 kg avec l'étage de croisière.
Et ensuite, il arrivera, il fera 900 kg seulement parce que tous les étages se séparant pèsent évidemment beaucoup. Leurs masses sont très importantes. On peut rappeler peut-être la chronologie. Les 7 minutes de la rentrée de la capsule, qui sont appelées 7 minutes de terreur, peuvent être décomposées en une phase de 4 minutes où on est protégé par le bouclier thermique. On réduit la vitesse, on passe d'une vitesse très importante à 400 mètres par seconde. Donc on prend Olivier Sanguy au JPL. Oui. Oui, donc il vient d'y avoir confirmation que tout se passe correctement. Ils sont à 1 minute de la séparation. Il y a déjà eu des applaudissements puisque visiblement il y a une étape technique très précise qui a été faite, notamment la communication avec Mars Odyssey, le relais des données. Et le véhicule est en train de changer les signaux, ce qui veut dire qu'il y a une modification de vitesse dans la télémétrie, donc il est en train d'arriver près de l'atmosphère. Donc vous voyez qu'on commence à recevoir cette fois des informations réelles, c'est-à-dire qui nous permettent de savoir si les étapes se déroulent, ce qui est différent puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, et bienvenue aux internautes peut-être qui nous auront joints depuis, nous sommes à Toulouse sur le site de l'exposition Explorer Mars, à la Cité de l'Espace, et avec Olivier Sanguy au JPL, et avec beaucoup d'invités, nous sommes en train de suivre finalement ce qui est en train de se passer actuellement, ce que vous avez un peu vécu sur ces simulateurs ici à l'image. Actuellement, normalement, Odyssey parcourt toute une série d'étapes. Le rover Curiosity, évidemment, Mars Odyssey, c'est la sonde qui reçoit les informations. Le rover Curiosity est en train de parcourir actuellement le parcours qui lui permettra de se poser. Et nous commençons à recevoir les informations qui passent par la satellite Mars Odyssey. Nous commençons à recevoir les informations au JPL. Actuellement, 7h14, normalement, on devrait commencer à recevoir les informations de séparation de l'étage de croisière. L'étage qu'on a vu tout à l'heure. Ce que vous voyez à l'image actuellement sont les informations qui concernent le rover Curiosity, disons encore dans l'ensemble de son système de protection, tel que ça se passerait sur Mars en ce moment. Tel que ça se passe, oui. On est à moins de 3 minutes de l'atterrissage réel de Curiosity. Absolument. Le parachute se déploie pour que les rétrofusées s'allument. Pour que pas les rétrofusées, les moteurs. Vous voyez actuellement sur le simulateur en fait des informations qui sont celles de ce qui se passerait sur Mars en ce moment, avec une séparation du rover. Vous voyez du bouclier. Ah, c'est le bouclier thermique. Donc le bouclier thermique qui a lui est passé par une étape à 2500 degrés. Il y a eu déjà des freinages de type 12G à 13G, ça pouvait aller jusqu'à 15G, et il faut savoir que 9 dixièmes de l'énergie a été perdue par le bouclier, grâce au bouclier, et donc actuellement c'est le parachute qui va freiner Curiosity, mais l'atmosphère de Mars étant extrêmement peu dense, le parachute ne peut absolument pas poser doucement Curiosity, ce serait impossible, et donc c'est pour ça qu'il y a une étape ensuite très particulière. On va attendre. Reste pendant 2 minutes. Alors Olivier Sanguy au JPL, as-tu une information ? Oui, j'ai une information. Alors, je vous rappelle que moi, je suis en temps Terre, pas en temps martien, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a 13 minutes, mais que les ingénieurs du JPL ont vu s'afficher sur leur console. Donc, on a largué l'étage de croisière, et chose très importante, ont été larguées des masses d'équilibre. Alors, il y a une vidéo sur @explorer Mars, le fil Twitter. Il y a une vidéo d'un ingénieur du JPL qui explique qu'en fait, le bouclier de Curiosity n'est pas symétrique. Il est légèrement de travers, on va dire. Et quand on éjecte ces masses, Curiosity se met à tourner sur lui-même. Vu qu'il n'est pas symétrique, on peut le faire aller à droite, oui, en fait, à gauche, un peu en avant, un peu en arrière. Et donc, le logiciel de bord, l'ordinateur, en fonction des informations qu'il a d'accélération, de bouger, peut encore un petit peu s'ajuster. Voilà, je voudrais qu'on montre le simulateur, s'il vous plaît. Le simulateur. Donc actuellement, il est 7h17, 21. Normalement, on est en phase de descente finale, c'est-à-dire qu'actuellement, si tout s'est bien passé, voilà ce qui est en train de se passer sur Mars, à quelques dizaines ou 30 secondes près. C'est difficile à dire. La NASA parlait d'une incertitude de 1 à 2 minutes, en gros, à cause de l'atmosphère. Voilà ce qui se passe en ce moment. Et on va revivre toutes ces étapes-là en télémétrie, c'est-à-dire avec les données réelles que nous donnera la NASA lorsqu'elle les aura reçues, si ça se passe bien par Mars Odyssey. On est dans l'instant le plus critique de la mission, en réalité.
on en aura encore la confirmation dans un quart d'heure, mais ce qui est en train de se passer, c'est la dernière minute qui précède le toucher de roue du rover. Le Skycrane s'est déployé et à très très faible vitesse, ça y est, le rover a touché les roues normalement. Bon, Voilà. c'est en train de se passer à quelques secondes près, puisque l'atmosphère étant pas connue, il y a un peu d'incertitude, mais C'est évidemment le rover particulier. devrait être sur Mars. Il faut savoir que quand Apollo s'est posé sur la Lune, il y avait 1 seconde d'écart, 1 seconde de lumière. Ça veut dire qu'on pouvait dialoguer avec eux. À partir de la Lune, quand on part plus loin, c'est fini, on ne peut plus dialoguer. Il s'agit d'un monologue et donc les dialogues ne seront pas possibles. L'automatisme est obligatoire, il n'est plus possible de piloter. On est forcément passif et on a même un décalage, ce décalage qui maintenant est de 13 minutes 48 secondes pour que les informations du posé au sol nous arrivent. Et il faudra quelques secondes de plus peut-être entre les réseaux et Internet. Donc le rover est sans doute sur Mars à ce moment, et personne ne le sait. Voilà, et à 7h24, donc dans 6 minutes à peu près, on devrait recevoir les télémétries de rentrer dans l'atmosphère. On attend maintenant la télémétrie de rentrer dans l'atmosphère. Alors, a priori, ces télémétries-là, puisque Mars Odyssey a l'air de fonctionner, tout fonctionne bien, on devrait l'avoir, puisque c'est une phase qui, normalement, se déclenche passivement. La rentrée dans l'atmosphère, ça va arriver, c'est clair. Vous avez vu sur la simulation tout à l'heure peut-être des traces de suie à l'arrière de la coque de protection. Les réalisateurs de cette animation ont pris beaucoup de soin. Ils vous montrent à quel point la phase atmosphérique est une phase chaude, dynamique. Le bouclier est porté à 1500 degrés. Et la face avant du bouclier se carbonise. Ce qui dégage, c'est ces traînées de noirâtre qui vont se salir l'arrière du bouclier. Merci de mettre NASA TV, puisque maintenant le simulateur ne sert plus à rien. Nous allons mettre NASA TV en fond, puisque maintenant il s'agit d'émotions. Les émotions vont arriver, puisque au centre de contrôle maintenant, petit à petit, vont arriver les télémétries. Alors il y a encore un tout petit peu de temps. Je crois qu'on peut simplement, au niveau de ces étapes, dire que c'est tout de même une grande première qu'on puisse piloter un engin, c'est-à-dire que on a réduit, comme on disait, l'ellipse, c'est-à-dire qu'il se pose très précisément au cœur d'un cratère. Alors évidemment, on vit une étape d'ingénieur, on vit une étape technique. Ce rover est là pour faire de la science, et c'est essentiellement pour ça qu'il a été envoyé, évidemment. Maintenant, la science n'arrivera que lorsque le rover sera posé. C'est pour ça que cette étape-là, elle est une étape d'émotion comme celle du lancement. En fait, c'est un lancement à l'envers, en quelque sorte, se poser sur Mars, avec la grosse difficulté que l'atmosphère est très peu dense. Donc, on est vraiment dans du vide. Et on a vu tout à l'heure l'accélération fantastique de la chute, puisque vous savez que c'est au carré de la vitesse. C'est inversement proportionnel au carré de la distance, la gravité, l'influence de la gravité. Donc, en fait, on a accéléré très, très fortement sur Mars et on est arrivé à 21 000 km/h pour se poser à 0 ou à moins de 2 ou 3 km/h. Donc maintenant, on va écouter NASA TV avec un petit peu de son pour qu'on entende l'ambiance un peu au JPL. Et puis on va peut-être écouter Olivier Sanguy s'il est en ligne. Et si on peut mettre NASA TV avec un tout petit peu de son. D'accord, c'est NASA TV, pardon, je crois que c'était le simulateur. Donc actuellement, la NASA manifestement, puisque nous n'avons pas le conducteur de la NASA, on a le timing n'est pas précis de ce qui se passe, mais on n'a pas le conducteur de la NASA, on ne sait pas ce qu'ils vont présenter comme image ou comment ils présentent les choses. Ceci dit, cela nous permet de suivre actuellement ce qu'ils considèrent. Alors ce qu'on attend, c'est la rentrée dans l'atmosphère. Il faut savoir que la rentrée dans l'atmosphère est un peu plus basse que sur Terre. On est un peu plus bas, autour de 100 km, 120. C'est assez similaire en fait. La première décélération en fait qu'ils vont sentir. La norme, c'est de considérer qu'on rentre dans l'atmosphère à 125 km. C'est là que le bouclier commence à chauffer. Et l'accélération maximum se produit 2 minutes après. Voilà, une décélération qui sera environ de 12 G. Alors, si un homme était près du rover ou à la place du rover, il aurait beaucoup de mal à supporter cette décélération, puisqu'en général, on est plus dans les accélérations de quelques G, 4-5 G. Là, le rover, il est solide, il supporte les G, et ça s'est passé de toute façon maintenant. En réalité, c'est passé. Le rover est soit posé, soit écrasé au sol. Par contre, c'est la NASA qui va nous dire maintenant si toutes les étapes se sont passées. Les dernières étapes sont extrêmement rapides. Il y a quelques étapes un peu plus longues en ce moment, mais les étapes, une fois que la rentrée dans l'atmosphère est partie, ça commence
à chauffer et ça commence à freiner. Et il faut savoir que le rover, il y a deux ordinateurs à bord. Deux ordinateurs à bord, un backup et un ordinateur qui va régler par rapport au modèle. En fait, il y a un modèle attendu et en fait, le pilotage se fait en fonction de ce qui se passe au niveau de l'atmosphère. Est-ce que c'est plus ou moins dense? Est-ce qu'il y a plus ou moins de tempête, plus ou moins de vent? On l'a pas expliqué en grand détail, mais le pilotage guidé qui a réduit l'ellipse de précision d'atterrissage est là pour corriger les incertitudes sur l'atmosphère. Sur Mars, il y a une météo comme sur Terre avec des modèles d'atmosphère qui changent chaque jour. Alors, ce que je propose, c'est qu'on écoute NASA TV maintenant. On va prendre Olivier en ligne en laissant aussi les images NASA TV. On arrive aux événements importants, je pense, en télémétrie. Là. Un petit peu plus fort, peut-être. Un petit peu plus fort. Voilà, Olivier. Oui. Donc une info à la fois importante et tout de même assez étonnante. Le JPL vient d'annoncer qu'il savait que Curiosity était à 232 mètres seulement d'écart de sa position idéale d'arrivée au sol. Ça, bien sûr, si la météo est parfaite. 232 mètres seulement d'écart après 500 millions de kilomètres parcourus. Je crois que c'est une belle précision. Et là, on rentre quasiment au moment où je vous parle dans l'atmosphère. C'est-à-dire, comme toujours, on reçoit les signaux au moment où Curiosity rentre dans l'atmosphère. Donc là, on est réellement dans les derniers moments. Ça y est, Curiosity... On reçoit les signaux de Curiosity dans l'atmosphère, c'est en train de chauffer très fort. Voilà, alors bien sûr, on est en train de toujours parler de l'information qui nous arrive, mais maintenant on va la vivre aussi en temps réel terrestre. We're switching to GLJ, signals dropped. And if we just saw the signal drop, that in case we change antennas. We're seeing heartbeat tones again after the switch. Things are looking good. Alors, bien sûr, back again. Coming up on the tree. Bien sûr, le fait de... Donc on passe Olivier en permanence voilà, en cartouche. Olivier, oui. Oui, donc ils ont entendu, ils savent qu'ils sont dans la phase d'entrée guidée, c'est-à-dire la capsule porteuse de Curiosity fait ce qui a été décrit juste à l'instant, c'est-à-dire que les orientations du bouclier permettent de faire des ajustements pour les éventuels impondérables de la météo martienne. Ce matin, on a vu que la météo était bonne, et maintenant, je peux vous dire qu'on commence à sentir ce qu'a dit John Grunsfeld ce matin, c'est l'astronaute qui a fait la dernière mission vers Hubble, qui passe en IMAX 3D à la Cité. Il a dit, c'est le calme avant la tempête. Et c'est vrai qu'au JPL, c'était calme, mais maintenant, c'est la folie. Les camions de télévision ont envahi le parking, les gens sont regroupés dans l'auditorium à côté de moi. On entend par moments des clameurs et des applaudissements. Donc c'est ça, la tempête, c'est bien sûr pas forcément une mauvaise nouvelle, mais la tension fait que les gens se libèrent à chaque bonne nouvelle. Et oui, puisque Mars Express aussi, la sonde de l'Agence spatiale européenne, est en train d'écouter. Mars, MRO est en train de filmer même la rentrée dans l'atmosphère, en tout cas de l'imager. Mars Odyssey transmet les données. Et nous avons aussi Madrid, Goldstone et Canberra qui sont partout dans le monde en train d'écouter pour pouvoir le Deep Space Network, c'est-à-dire ce réseau d'antennes qui est sur Terre et qui permet d'écouter l'espace profond et les sondes spatiales. On peut dire deux mots sur les informations qui parviennent en ce moment au JPL. Il y a deux bandes de fréquences. Une qui donne les battements de cœur du système. Toutes les 10 secondes, il transmet un bip disant « Je suis en bonne santé, je suis encore vivant et je vous parle ». Et en parallèle, sur une autre bande de fréquences, chaque événement important, la séparation du bouclier, l'ouverture du parachute, etc. Voilà, ça est confirmé. Et là, on vient d'avoir une confirmation, j'ai l'impression. On applaudit au JPL. Donc ça va être très important parce que l'étape de parachute était très redoutée. Donc ils vont certainement savoir assez vite si le parachute fonctionne et est ouvert. We have a connection, but we actually do not have any data yet.
Copy. Peut-être We can expect un peu some plus fort au intermittent niveau nasopharynx. contact at this time as the signal gets increases to respectable levels. There we go. We are now seeing And we have our telemetry TDPs. Okay, copy. And visualization is We updated. have entered heading alignment. There it goes! At this time, Curiosity is no longer trying to control how far it's flying downrange and is just heading directly for the target. End of range control. Air used minus 1.2 kilometers. Les étapes vont aller très très vite maintenant. On est à 3 minutes du posé télémétrique. That things look pretty good at the end of range control. We have control to be converged a lot of the error and we should be heading for the target. Pretty good. Ça a l'air bon. Flight EDL. TDS warning is okay. Copy. Power on. We are seeing a tone from The 1 gigahertz. indicating that we have seen heating on the heat shield through the MEVD instrument. Everything looks fine. This is as expected. Donc actuellement, on attend évidemment, During this heading alignment phase, we're flying almost horizontally like a plane. tant que le rover est sous parachute, il est encore bien tenu. Et ensuite, We're going about Sky Crane 4 at an va prendre le altitude relais. of 17 kilometers or so. À chaque séparation, il faut une transmission différente, hein, puisque c'est fini, les antennes qui sont jetées sont jetées. Donc si j'ai des nouvelles antennes qui communiquent, Vehicles reporting heartbeat tones again, indicating that everything is fine during heading alignment. We are standing by for straighten up flight right and parachute deploy. Philippe, tu as entendu? oui, mais Olivier, vas-y, interviens Olivier en permanence. Là, il y a eu un applaudissement extraordinaire. Regardez. Alors là, ils attendent une confirmation nominale. Toujours On est nominal. nominal. Le parachute doit être ouvert là. Attention. Voilà. Le bouclier, heat shield is off. Le bouclier thermique vient d'être préparé. On est sous parachute, le bouclier est largué. Donc maintenant, ça y est, il est en réaction. Il était très chaud. Le bouclier était très chaud, il était urgent de s'en débarrasser. Regardez. Et on est encore sous parachute. Regardez ce monsieur à côté de moi qui est en train de vivre l'atterrissage. You are with friends. Et il est véritablement sur les charbons ardents. Oh, how are you going? Comment allez-vous? Sweaty hands, J'ai les mains moites. flutters in my stomach. Et il a des reflux dans son estomac. Donc vous voyez, les gens vivent ça vraiment comme un événement extraordinaire. Donc maintenant, on suit, c'est très important la phase qui suit de télémétrie. Ah, le radar fonctionne. Le radar fonctionne. C'est évidemment important. C'est lui qui va guider la propulsion. La Curiosity est à quelques dizaines de mètres du sol. We're standing by to prime the Emily engines in preparation for powered flight. Les fonctionnements de moteur est bon. We're down to 90 meters per second at an altitude Oh là of là. 6.5 kilometers descending. Ça va aller très très vite maintenant. Pas tarder à ouvrir le Sky Crane. Flight EDL, we got suite of warnings. It is embedded forward mode, so it should power strong. Director of communications at this time. We may have lost it already. Un petit peu plus fort. We're down to 86 meters per second at an altitude of 4 kilometers and descending. Le Sky Crane bientôt, la grue volante bientôt. We've lost tones from Earth at this time. This is expected. We're continuing on Odyssey telemetry. Le chef de projet a l'air un peu inquiet. Ground solution equals minus 10.8 meters, vertical velocity of minus We are priming 82.8 tower meters per semi second. start enabled, standing by for batch shell separation. Signal to Odyssey is still strong. Philippe? Oui. Le signal est encore fort. Oui, We are in ils viennent de power flight. calculer l'erreur de largement de la grue volante était de 5 mètres 9, donc ils sont dans les fourchettes largement, et le taux de descente est correct. Ok, 70 meters per second. c'est essentiel. Signal to Odyssey remains Down to 50 meters per second. Il va le larguer sur des câbles. 500 meters. Ils ont toujours un signal très fort. Attention, Standing by for Sky Crane. il y est. C'est confirmé, on est en sécurité sur Mars. We are safe on Mars. Ils y sont. And then ready for Sky Crane. Down to 10 meters per second. 40 meters.
C'est un grand jour. Alors, je suis... Curiosity. Signal eyes remain strong. On a du mal évidemment, c'est extraordinaire, on a tous applaudi parce que les télémétries sont bonnes. J'ai le souffle coupé. Hein. Oui, Ça fait 10 ans qu'on attend ça maintenant. Donc, on Donc, peut rendre évidemment- hommage au JPL et à la NASA. Ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. alors aujourd'hui. évidemment c'est très virtuel parce que c'est des informations. Regardez, on a tout le monde se lève. Ah, il y a une ambiance de folie ici. Hein. Is it okay? It's good. Bon, on s'embrasse pas, mais presque. Hein. Ah oui, c'est terrible. C'est assez fabuleux. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des centaines de trucs qui ont dû marcher, tous les uns après les autres. Et dans notre jargon, on disait c'était plus de 100 points de panne unique. Ça veut dire que chaque truc, si ça ne marche pas, eh ben, ça ne va pas au bout. Donc c'est absolument extraordinaire qu'après 800 millions de kilomètres, eh ben, vous avez un équipement qui marche avec des pyrotechniques qui sont restés bloqués, des câbles qui sont restés enroulés, des parachutes qui sont restés bloqués et dont on ne peut pas tester tout au sol de la même façon, puisque au sol, on ne sait pas valider complètement tout ce système. Donc c'est absolument fabuleux d'avoir ce rover de 900 kg posé. Alors maintenant, l'aventure scientifique va commencer et on pense bien que les gens de l'IRAP et du LATMOS vont s'y mettre. Donc on a nos deux PI là en France, hein, parce qu'il faut quand même les nommer. Donc on a Sylvestre Maurice que vous avez vu tout à l'heure, qui est là-bas au JPL, et puis Michel Cabane, hein, qui se trouve... alors je ne sais pas trop s'il est JPL ou pas, mais j'espère pour lui qu'il y est, parce que l'ambiance est absolument extraordinaire. Il y est, on Voilà. l'aura peut-être tout à l'heure. En tout cas, je pense que c'est Jérôme Lassus qui va venir avec nous et on va pouvoir parler un petit peu des instruments scientifiques justement, hein, de ChemCam notamment, avec son PowerPoint. Et en tout cas, on attend encore une seconde pour savoir si Olivier est encore en ligne actuellement. Est-ce qu'Olivier est encore Je en ligne? C'est bascule pas en certain. Skype. Allô? Attendez 30 secondes. Philippe? Ok, Olivier, juste un petit mot pour Oui, nous confirmer. rapidement. Non. Oui, rapidement. C'est Stéphane Grande et il y a des images. Je répète, il y a des images qui arrivent. Ah, il y a des images qui arrivent. Oui, je les ai vues sur l'écran de contrôle de la NASA. Elles arrivent, il y a des images en basse définition, mais elles arrivent. Je vous reprends dans un petit moment. Oui, pardon, excusez-moi. Donc on les aura tout à l'heure, hein, puisqu'on va suivre régulièrement tout ce qui se passe. En tout cas, c'est vraiment agréable de voir que tout s'est bien passé. C'est évidemment un challenge, un défi fantastique. Et nous restons en contact, hein, bien sûr, à la régie avec Olivier qui reviendra dans 5 minutes nous dire, mais d'avoir des images, il y a peut-être des images, on va peut-être attendre. En tout cas, on laisse toujours NASA TV en ligne et en images, au moins en cartouche. Puisque c'est un moment très très fort et donc ça veut dire qu'il y a des images. Alors oui, ça vaut le coup de rester encore sur NASA TV parce que voilà, on voit la roue de Curiosity sans doute sur les images et donc ça voudrait dire qu'il est effectivement, donc bien entendu, bien posé et que les images fonctionnent. Ce ne sont pas les images qu'on aura des vues panoramiques très très belles qui seront prises par le mât principal qui possède 2 caméras panoramiques. Ce seront des images, là ce qu'on voit, ce sont des images qui sont passées en relais en très basse définition, en noir et blanc, qui sont des images qui sont placées juste devant, ici devant les roues et derrière les roues, c'est ce qu'on appelle NavCam, c'est pour la navigation. Voilà des images. On voit les images ici, donc manifestement il s'agit juste d'images où on voit un horizon, manifestement un horizon, et on me dit qu'il y a des roues visibles, ce qui veut dire qu'a priori il est en plus en bonne santé ou en tout cas dans une position qui paraît... Ça craque au JPL. Dans quelques minutes, on s'attend on voit des gens craquer. Donc on va peut-être passer... D'accord, donc on va juste faire un petit point sur ChemCam quand même. On laisse NASA TV en cartouche, d'accord. Voilà une image qui est prise avec une roue à droite, la roue à droite de Curiosity. Donc vous voyez les roues qui sont ici à côté de nous, ces roues de ce rover
très important, très gros. Donc on laisse en cartouche, on va essayer de continuer encore à peu près une petite demi-heure. On passe actuellement le film. Non, on le passera après le film. On va commencer avec Jérémy Lassus. Merci. Bien collé, voilà. On va parler de KemCam. En fait, si on peut passer le PowerPoint de Jérémy et mettre NASA TV en cartouche. D'accord. Voilà, KemCam, c'est un... Alors, KemCam, je vais vous présenter l'instrument KemCam qui est en fait un instrument qui va nous permettre d'analyser les roches à distance du rover et qui se trouve là-haut sur le mât du rover, là où on a en fait un télescope et un laser qui nous permettent de faire ça. Alors si on peut passer... KemCam est ici d'ailleurs, le modèle thermique qui est ici Donc le modèle est à gauche. Ici, le modèle à gauche. Hein. Voilà, à gauche, ce n'est pas une maquette, c'est le modèle thermique et mécanique de KemCam qui a été réalisé à Toulouse pour ce rover et qui est présent maintenant sur Mars et j'espère en bon état. Oui. Donc, en fait, j'aimerais vous rappeler que KemCam, c'est en fait 2 instruments à bord du rover. Le premier permet, avec un laser puissant, de volatiliser le matériau et d'analyser la composition chimique des roches. Et comme on a un télescope de 10 cm sur le mât du rover, on peut également prendre des images à très haute résolution de ces roches pour obtenir le contexte géologique et voir ce qui s'est passé au niveau de la déposition de couches, par exemple, pour ces roches. C'est la première fois qu'un tel instrument en fait, est utilisé dans l'espace. Les analyses se font très rapidement et quand on volatilise le matériau, on peut également faire des analyses en profondeur. Donc c'est un instrument très important du rover qui va nous permettre de décider quels sont les endroits les plus intéressants pour faire des analyses plus détaillées. Et je crois qu'on peut comme ça éviter d'aller sans arrêt se balader avec le rover, chercher. On peut déjà à distance savoir si on a besoin d'aller sur une roche ou pas en fait. Exactement. En fait, le laser est pulsé et fait déposer en fait une quantité énorme d'énergie sur la roche. Là, vous voyez 1 gigawatt par centimètre carré. Cela va échauffer le matériau à plus de 10 000 degrés. Et donc, si vous passez la suite de l'animation, on obtient en fait un plasma qui est excité à une très haute température. Ensuite, vous pouvez continuer à passer. Les atomes se refroidissent et vont émettre de la lumière. Et enfin, nous pouvons regarder cette lumière et regarder les différentes couleurs comme par exemple dans un arc-en-ciel. Et ces lumières, ces couleurs caractéristiques en fait vont nous donner l'information de la composition de la roche. Alors je crois qu'on va voir un petit film qui montre, vous allez voir, il est très rapide, hein, c'est 6 secondes. Vous allez voir comment le laser fonctionne, comment il crée un petit plasma et qu'il permet de créer une lumière qui va permettre avec le spectre d'avoir une information sur la composition de la roche. Regardez. Voilà. Alors vous voyez, ça va très vite. Et donc en 5 minutes, on peut savoir la composition de cette roche. Ici, si vous avez regardé, le plasma en fait est un petit peu bleuté et en fait cette roche contient du fer. Le fer émet dans le bleu. Donc là, vous pouvez passer à la transparence suivante. Et donc ici, vous voyez les différents types de matériaux qu'on peut analyser avec cet instrument. Donc l'aluminium va émettre dans le bleu, le cuivre plutôt dans le vert, et à droite, vous avez différentes couleurs qui correspondent à différentes roches. Donc rien qu'à l'œil, en fait, on peut déjà différencier les roches. Par ailleurs, la lumière en fait, est collectée par le télescope et transmise à un spectromètre à l'intérieur du robot, ce qui va nous permettre d'avoir une précision beaucoup meilleure, nettement meilleure sur la détection des éléments. Et nous sommes très sensibles à des éléments légers comme l'hydrogène ou le carbone qui potentiellement peuvent représenter des traces de vie passée sur Mars. Donc, comme je vous l'ai dit avant, en fait, KemCam permet aussi de prendre des images. Ici, vous voyez donc un billet de 20 € pris à 3 mètres du rover, et cela nous permet de définir où le laser a pu analyser la roche. Manifestement, c'est Toulouse. Hein. Oui. Allez, donc l'image suivante. L'image suivante, voilà. Et voilà, et avec une précision telle, en fait, on peut regarder avec une précision qui est d'une fraction de millimètre à 10 mètres, eh bien, on peut faire un peu comme un microscope et regarder des dépôts, par exemple ici, des dépôts sur Mars qui sont certainement déposés au fond d'un lac et qui ont été pris avec les rovers précédents. Et on pourra voir ça à distance du rover sans savoir le déplacer et pouvoir définir où les choses intéressantes se trouvent.
Alors ici, vous avez une photo de famille en fait de tout l'instrument. La partie française, qui est la partie avant, qui a été construite ici à Toulouse, correspond au télescope de 10 cm. Derrière, vous avez le laser et également derrière le télescope, une caméra qui permet de prendre les images. Ensuite, la lumière qui est collectée par le télescope est transmise aux spectromètres qui sont derrière par fibre optique. Les spectromètres sont à l'intérieur du corps du rover et ont été fournis par les Américains. On a également des cibles de calibration que vous voyez ici en haut à gauche et qui sont également présents sur la maquette et qui nous permettent de calibrer l'instrument en cours de vol. Par exemple, si l'instrument vieillit, on peut corriger son vieillissement. D'accord, d'accord. Ce sont des éléments en fait ici qui permettent d'étalonner, hein, c'est ça. C'est ça, l'étalonnage en arrière de la zone. Voilà, donc on a vécu un moment fantastique juste maintenant. Mais à présent, le vrai travail commence, comme l'a dit Sylvestre tout à l'heure. Il va falloir se rendre compte si l'instrument est toujours en bonne santé, le rover également. Ça va prendre plusieurs jours. Et donc, on va s'attendre à avoir des images et des spectres de composition des roches dans une dizaine de jours à peu près. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on va essayer de savoir maintenant. On va mettre NASA TV en voilà, plein cadre. Manifestement, dans le centre de contrôle, ils se tiennent un peu aux chaises. Ils ont un peu le cœur qui cède parce que, en fait, c'est vrai que c'est une tension considérable. D'autant plus qu'on est passif à un moment donné. Il n'y a que le travail fait avant qui peut servir. Aucune possibilité d'interagir, de piloter. Il faut que ça se passe bien. Donc, manifestement, c'est un moment extraordinaire parce que c'était un défi, évidemment, un challenge considérable. Le JPL était conscient qu'ils avaient tout fait en fait. C'est ce qu'ils disaient hier dans la communication. Ils avaient tout fait et donc ils étaient confiants. Qu'ils pensaient que tout avait été fait pour que ça marche et qu'ils n'auraient rien pu faire de plus. Et que de ce fait, les dés étaient jetés. Est-ce qu'on a notre correspondant Olivier Sanguy, donc, qui est rédacteur en chef d'enjoyspace.com, c'est le site internet d'actualité de la Cité de l'Espace. Nous vous rappelons, si vous nous rejoignez, que nous sommes actuellement à la Cité de l'Espace, à la Cité de l'Espace à Toulouse, et nous sommes sur l'exposition temporaire Explorer Mars, juste à côté de la réplique ici du rover qui est avec nous et cette réplique à l'échelle 1 qui est très impressionnante et qui semble cette fois nous indiquer qu'il aura une jolie vie. Oui. Allô? Oui. Oui, c'est Alain Gaborio là. Bonjour Alain, qui est chef de projet Bonjour, et coordinateur. Philippe. Bonjour. Eh bien là, ça y est, on a assisté à tout ça en live ici. Ça s'est passé à la seconde près et rapidement on a eu même, je pense que vous les avez vus, on a eu les images prises par les Hascam caméras. On avait vu la photo de la roue d'une roue du rover et on a vu l'ombre du rover sur la planète aussi. La voilà, on la voit en ce moment. Voilà, si vous avez les mêmes images, je les vois là sur l'écran. À gauche, vous avez l'ombre du rover sur la planète. Et à droite, vous avez on voit la roue, une des roues du rover sur la droite de l'image, un petit peu sombre. Tout à fait. Là, les gens, c'est de la folie. Hein. Il y a une ambiance incroyable. Les gens pleurent, s'embrassent. Enfin, c'est assez impressionnant. Je crois que là, les Américains ont fait vraiment très très fort. Hein. Là, il y a Charlie Bolden qui fait une allocution. Peut-être vous le voyez aussi, sûrement sur l'écran. Alors non, on est en salle de contrôle là actuellement. Ah, vous êtes en salle de contrôle, ouais. Enfin là, c'était impressionnant. Hein. Chaque seconde, vous l'avez vécu sûrement en même temps que nous. Chaque seconde, tout s'est passé au plus nominal qu'on pouvait imaginer. Même ils disent que c'est mieux qu'espéré. Est-ce que quelque part il l'espérait, mais est-ce que les minutes qui suivent ou qu'est-ce qui est prévu à très court terme pour avoir des nouvelles du rover en termes de santé? Manifestement, ça va pas mal. Alors je pense qu'il va y avoir une conférence de presse qui va être faite, ou une allocution qui va être faite dans quelques minutes, vers 23h15 je crois. C'est-à-dire à peu près maintenant dans un peu moins d'une demi-heure peut-être. Oui, donc là on en saura sûrement un peu plus. Oui, c'est ce qu'on entend. Oui, voilà, on voit
l'administrateur de la NASA actuellement à l'image. On peut peut-être demander à notre interprète de traduire en direct ce que l'administrateur de la NASA nous dit. L'ironie, c'était ce qu'on savait, qu'on était sur le sol, mais on ne savait pas comment ça s'était passé, mais ça s'est bien passé. Donc là, quand même, c'est incroyable. C'est assez impressionnant ce qui s'est passé là. Je crois que c'est un très grand jour pour tous nos partenaires. Ils sont très habitués à tous ces c'est un grand jour missions, pour le public américain. Sont très impressionnés par tout le monde devrait être très fier. C'est mon rover sur Mars. On va laisser. C'est ce que je ferai. Merci Alain, merci Alain d'être intervenu. On est vraiment très heureux de ce qui s'est passé là-bas. On va laisser encore Charles Bolden parler un tout petit peu là. On va l'écouter. Voilà, ok. Allez, merci. À bientôt. À bientôt Alain. C'est un très grand jour. Dans une minute, on verra Dr. Charles Alati. Maintenant, on retourne à la salle de contrôle. Est-ce que David Kossia est là Monsieur Kossia est là. Je crois qu'on va donc parler de SAM maintenant avec David Kossia, mais merci de... Oui. Bonjour, vous êtes responsable, enfin vous êtes un membre de l'équipe du LATMOS. Exactement, je suis chef de projet de l'expérience SAM-GC, donc un des instruments, comme on va le voir, de l'expérience SAM. Alors SAM, c'est cette expérience qui a donc pour la personne, on va essayer de montrer cette maquette ici qui est présente sur le plateau. On parle de cet équipement-ci, qui est un équipement assez incroyable, qui fait qu'on parle bien de science sur Mars à cause de cet équipement qui est ici et qui se trouve, cet équipement, si la caméra veut bien me suivre, elle se trouve juste en arrière du mât, ici, à l'intérieur du rover. Si vous voulez bien montrer ici cette partie-ci, voilà. Ici se trouve à l'intérieur du rover cet équipement dont on est en train de parler actuellement. Exactement. Dans le coffre, donc dans le cocon thermique du rover. Pas celle-ci, hein, ça c'est le mât. Voilà, en dessous du mât ici. Voilà. Allons-y pour Sam. En gros, c'est un laboratoire, un laboratoire biologique. Oui, alors il y a quelques planches support. Oui, elles sont là, vous regardez. Très bien. Alors, donc on va passer sur la suivante. Donc l'expérience SAM est un des 10 instruments scientifiques qui est à bord de Curiosity. Alors là, vous les voyez tous. En fait, c'est assez simple. Il y a 4 ensembles d'instruments. Des instruments qui vont faire de la science à distance, comme ChemCam dont a parlé mon collègue Jérémy. Des instruments météo. Donc ça, c'est le package météo, caractérisation environnementale de Mars. Et quand on va trouver une cible intéressante et que la météo sera avec nous, on pourra faire de la science de contact en déployant le bras robotique du rover pour aller toucher les rochers et vérifier que les cibles sont extrêmement intéressantes au point de vue scientifique. Et enfin, en bout de chaîne, nous sommes là, SAM, avec un autre instrument qui s'appelle Kemin, à l'intérieur du rover, en train d'attendre l'échantillon solide. Donc en fait, on intervient vraiment en bout de chaîne. Quand les scientifiques seront persuadés qu'un rocher doit être analysé, on pourra recevoir de l'échantillon solide dans notre expérience à SAM. Donc vous allez voir sur la planche suivante un petit peu comment ça fonctionne. Donc SAM, c'est très gros. Le PI, c'est un Américain du Goddard, donc laboratoire NASA, Paul Mahaffey, et donc co-PI, Michel Cabane, mon collègue du LATMOS, qui est actuellement au JPL. Et SAM est un très gros instrument, c'est plutôt une suite instrumentale, puisqu'à l'intérieur, nous avons 3 instruments scientifiques. Un spectrolaser dont l'acronyme est TLS, qui va aller mesurer très précisément 3 molécules clés de l'exploration scientifique martienne, que sont le méthane, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Et un ensemble que je vais détailler aujourd'hui, donc JCMS, chromatographie couplée à la spectrométrie de masse, on va en parler en détail. Et vous voyez un petit peu la taille de l'instrument. Une petite information comparée à Viking, qui est également un JCMS sur Mars et qui n'avait pas détecté de composés organiques. Il y a quand même quelques plus, on chauffe plus fort jusqu'à 1000 degrés, donc on a l'espoir de casser davantage la roche pour générer de la phase gazeuse plus intéressante. On a également de la chimie humide, donc on a embarqué des petits réactifs chimiques qui vont permettre d'extraire l'information de la roche. Et également, on a 74 fours, ça veut dire que tout au long de la mission, on est capable d'analyser 74 fois le sol martien. Voilà. Donc en principe, ce sera fini. À un moment donné, SAM ne peut plus fonctionner. SAM ne pourra plus fonctionner en mode analyse du sol, par contre, pourra toujours fonctionner en analyse atmosphérique. D'accord. Alors, planche suivante. Alors voilà à quoi ça ressemble physiquement SAM. Vous avez donc la maquette devant vos yeux ici. Alors c'est un très gros instrument, c'est plus de 40 kg, c'est la moitié de tous les instruments scientifiques qui se trouvent à bord.
Et donc, on voit le spectromètre laser TLS, le gaz chromatographe qui est la participation française que nous ont fournie à la NASA, JC, et le spectromètre de masse, QMS, pour Quadruple Mass Spectrometer. Un autre élément intéressant, c'est le carrousel qui s'appelle SMS. Ce que vous voyez ici, ce sont les 72 petits fours qui vont recevoir l'échantillon martien déposé par le bras robotique dans les 2 entrées d'échantillons solides que vous verrez sur le dessus du rover. En fait, ça faisait très longtemps, depuis Viking, qu'il n'y avait pas de biologie sur Mars. C'est ça, plus de 35 ans. Et oui, puisque c'était en 1976 qu'on a cherché à savoir si la vie existait sur Mars. Et depuis, eh bien, il n'y avait rien eu. Et là, SAM est un instrument extrêmement complexe, en fait. Ça doit être extrêmement difficile de faire un instrument de ce type, extrêmement compact, et qui doit, dans le rover, subir les étapes qu'il a subies là. Complètement, oui. On va le voir par la suite au niveau de la complexité. Vous attendez quoi au niveau de la santé de SAM? La santé de SAM est-elle bonne? Le savez-vous et quand saurez-vous? Alors, nous avons eu 2 allumages de l'instrument pendant la croisière. Donc alors, on ne parle pas du chimpanzé SAM, hein, parce que c'est vrai que la santé de SAM, il s'agit en fait d'un instrument, évidemment. Vous savez quand même, comment savez-vous qu'il fonctionne bien? Il y a combien de paramètres de capteurs qui vous permettent de savoir que tout fonctionne? Alors, nous avons par exemple à bord, pour donner un exemple, plus de 50 sondes de température. Il y a 10 cartes électroniques et à chaque fois que nous mettrons en route l'instrument, en fait, nous recevons de la télémétrie sur Terre qui nous permet de savoir que tous les éléments sont en bonne santé. Et quand saurez-vous ça à peu près? Nous saurons ça dans une dizaine de jours. On va le voir sur une planche suivante. D'accord. Alors les modes de mesure, là je vais aller plutôt vite. Vous voyez qu'il y a toute une partie atmosphérique, donc SAM est capable d'analyser l'atmosphère. On a prévu de faire à peu près 2 analyses atmosphériques tous les mois, mais bien sûr ça dépend des scientifiques qui vont commander le rover. Et sur la gauche de cette planche, vous voyez toute la partie analyse du sol martien. Donc là aussi, il y a différents modes. Pour faire simple, 3 modes principaux. On prélève du sol, on analyse par pyrolyse, en chauffant le sol. Ou bien, on rajoute un peu de réactif liquide. Donc ça aussi, c'est une première. Ça n'a jamais été fait sur Mars, ni ailleurs d'ailleurs, pour le côté spatial. Ou bien, on fait de la combustion. Ça veut dire qu'on va rajouter de l'oxygène à l'échantillon pour le brûler et analyser les gaz de combustion. D'accord. Donc là, évidemment, et bienvenue à nos internautes s'ils sont arrivés en cours d'émission. En fait, je rappelle que le rover Curiosity s'est bien posé, il a déjà montré des images, il paraît en bonne santé apparente en tout cas, et nous sommes à la Cité de l'Espace à Toulouse et nous faisons une émission en fait en coopération avec le CNES, l'IRAP, l'OMP et le LATMOS. Eh bien, merci d'être là pour le LATMOS d'ailleurs, parce que vous êtes dans la région parisienne. Vous êtes sur l'université. Alors, plusieurs universités, mais différents sites en région parisienne. Oui, 3 laboratoires. D'accord. Diapo suivante peut-être? Oui. Alors, bon, là, je vais aller vite là-dessus. Ça, c'est un gaz chromatographe. Je vais vous détailler un peu la technique. Qu'est-ce qu'on attend de cet instrument SAM sur Mars? Donc, la technique est extrêmement connue sur Terre. On la voit dans toutes les séries télévisées. Donc, sur Terre, ça ressemble à des gros instruments comme ça. De gaz chromatographie. Donc on peut commencer l'animation peut-être sur la diapo. Ah, s'il y a l'animation. Il y en a pas. C'est pas très grave, je vais le décrire. Donc grosso modo sur ces analyseurs de laboratoire, le laborantin en fait va piquer à la seringue, on va revenir sur la diapo précédente. Donc le laborantin va piquer à la seringue pour injecter un produit. Le produit va passer dans une colonne pour avoir une séparation moléculaire. Oui. Les molécules sont toutes injectées en même temps, mais par contre elles vont sortir séparées au cours du temps. Et à la sortie, on a un détecteur qui s'appelle un spectromètre de masse qui va analyser les molécules. Donc ça, c'était le point de départ, c'est ce qui existe sur Terre. On va voir sur les diapos suivantes. La difficulté, c'est d'arriver à le faire sur Mars dans un volume extrêmement réduit. Volume réduit, masse réduite et consommation électrique minimisée. Alors pour information, nous sommes à peu près, pas très loin d'Amélie à la Cité de l'Espace à suivre ce qui s'est passé au JPL. Et il y a plus de 10 000 personnes qui nous regardent sur Internet. Actuellement, donc c'est tout de même énorme. On voit bien qu'il y a un intérêt très profond pour l'exploration spatiale et en tout cas pour des moments forts aussi de l'exploration qui sont des moments de techno. Mais là, on est déjà en train de parler de science puisque maintenant, depuis maintenant 20-25 minutes, selon mes sources, il doit être 3 heures de l'après-midi sur le Gale cratère où il s'est posé, puisqu'il a dû se poser au bon endroit. On le saura aussi très rapidement, mais enfin, en principe, ils avaient l'air confiants. Il a dû se poser au bon endroit. Et donc, il est 3 heures de l'après-midi sur Mars. Et il est 7h56. Olivier Sanguy au JPL nous disait bonsoir. Il a oublié que nous, c'est bonjour. Bien, on continue juste pour terminer sur SAM, donc sur ce laboratoire que j'espère fonctionnera bien dans quelques jours. Oui. Alors, voilà vraiment les signaux scientifiques que l'on espère obtenir sur Mars. Alors, vous voyez un chromatogramme. Ça se présente sous forme de pic. Et simplement, chaque pic représente une molécule qui a été séparée par le système. Et les scientifiques sauront, par exemple, que la molécule qui est sortie à 22,4 minutes est de la valine,
Donc ça, on le sait d'après la forme du pic, le temps de rétention et puis l'air de ce pic. Et le spectromètre de masse, lui, va aller casser la molécule en différents petits fragments, comme un puzzle, pour faire une identification beaucoup plus précise et sensible. Alors, on ne saura pas si la vie existe a priori, mais on saura quelles sont les conditions qui ont régné ou si la condition d'habitabilité était réunie. Oui, alors par exemple, pour SAM, en fait, on va faire un inventaire des organiques. Et la connaissance des molécules carbonées existant sur Mars va permettre aux scientifiques de statuer sur la vie présente ou passée sur cette planète. On a l'impression que la NASA et les scientifiques qui ont collaboré souhaitent aller étape par étape et ne pas aller trop vite pour chercher la vie à tout prix, immédiatement. On cherche d'abord à avancer pour être certain. L'expérience Viking a montré que c'était peut-être trop compliqué d'aller trop vite pour prouver qu'on a la vie sur Mars. Le slogan de Curiosity et de la mission MSL, c'est Tracking the Carbon. Donc on va rechercher le carbone et ensuite on fera des modèles pour essayer de comprendre les sources de ce carbone. Alors merci beaucoup David Cossia. Et puis on croise les doigts aussi maintenant pour l'équipement SAM, mais non plus pour Curiosity, dont apparemment la santé est bonne. Nous allons passer peut-être avec Olivier Sanguy, s'il est présent au JPL, nous donner un petit mot. On va peut-être à ce moment-là montrer un peu l'ambiance au niveau de la salle de contrôle. Est-ce que tout le monde est revenu sagement à sa place? Est-ce que tout va bien là-bas? Oui, ça a l'air studieux. Écoutez, on va peut-être passer alors à ce moment-là pour la coopération entre les Américains et puis la France a été très importante, gérée par le Centre national d'études spatiales, l'Agence spatiale française, avec qui nous collaborons en permanence à la Cité de l'Espace, mais nous collaborons particulièrement pour cette exposition Explorer Mars qui est ouverte tous les jours et je vous engage à la visiter. Vous verrez un peu tous les éléments qui vous permettent de mieux comprendre l'environnement martien, mieux comprendre Mars. Eh bien, nous allons passer à maintenant Jean-Bernard Dubois. Alors, on écoute Olivier Sanguy une seconde. On écoute Olivier Sanguy une seconde au JPL. Est-ce que... Ok, une coupure. Donc, Jean-Bernard Dubois, bonjour. Alors, en fait, dans la coopération et dans ce que fait le CNES, il y a notamment, donc vous avez vu ChemCam qui est en haut de ce mât du rover et qui va être un élément crucial de recherche scientifique. Il y a SAM dont on vient de parler et il y a aussi un centre de contrôle à Toulouse, un centre de contrôle donc FIMOC, c'est ça. Et nous allons, sauf si la NASA nous interrompt pour le briefing, on va essayer de rapidement nous dire ce que c'est que le FIMOC. Voilà, alors on donnera priorité au prime time. Le FIMOC, ça veut dire French Instrument Mission Operation Center. C'est donc le centre de mission qui est situé à Toulouse, au CNES, et qui va nous permettre d'opérer les deux instruments, ChemCam et SAM, la partie grasse chromatographe de SAM qu'on vient de voir. Donc sur le transparent d'après, on va pouvoir se donner une idée. Donc le FIMOC, c'est ce centre d'opération et qui va avoir en particulier pour rôle de faire travailler les scientifiques directement avec leurs instruments. On va passer tout de suite à la planche suivante. Donc on voit que le robot, le rover, et donc envoie des informations et reçoit des informations de la Terre via les orbiteurs dont on a parlé tout à l'heure et via le Deep Space Network. Et tout ça aboutit au JPL aujourd'hui pendant 90 jours. C'est le JPL qui va opérer les instruments, mais au bout de 90 jours, tout va être fait depuis le FIMOC. Alors, on écoute maintenant Olivier Sanguy qui est avec Sylvestre Maurice qui doit souffler parce que je l'ai eu plusieurs fois. Sylvestre, bonjour. Fantastique. Ouais, Sylvestre Maurice, le co-PI, donc l'instrument ChemCam. Ouais, écoutez, Sylvestre, comment tu vas? Tu vas mieux? Oui, je vais mieux, je respire. C'est dur, ça a été extrêmement tendu. Un mélange de sérénité. Les gens du JPL, bon, je vous l'ai déjà dit, sont les meilleurs. On n'est pas inquiets, mais c'était quand même tendu. Et en même temps, ils avaient joué le grand jeu. Enfin, l'événement média, vraiment le plus grand de la NASA depuis l'arrivée de l'homme sur la Lune. Ici, vous vous rendez pas compte. Ça dira quelque chose plutôt à mes enfants qui sont avec vous. Les Black Eyed Peas sont là pour célébrer l'événement. C'est pour vous dire, les acteurs, les gens du Congrès, toute une série de personnes, ils ont voulu faire un grand événement médiatique. Ils avaient l'air sûrs d'eux et ils avaient raison. On s'est posé, nous on respire, on est au centre de l'ellipse. Je crois que j'ai perdu mon pari malheureusement, mais je dois pas être très loin. On a tous parié l'endroit où on allait se poser, on verra bien qui va gagner.
Voilà, c'est une belle étape de franchie, aussi difficile que le lancement, l'atterrissage. Il nous reste encore quelques petites étapes, hein, évidemment. Dans 2 heures, on allume notre instrument, on va lui parler, on espère qu'il va nous répondre. On va lui demander est-ce que tu te sens bien, il nous dira oui, quelle est sa température, et puis se remettre en sommeil pour quelques jours. C'est la dernière étape de la journée, mais 12 ans de travail pour en arriver là. Je peux vous dire qu'on est vraiment heureux. Les gens bondissent dans tous les sens ici. C'est extraordinaire. Merci. Est-ce que tu as les informations sur la position du rover? Ils ont déjà une information là-dessus. Le mardi, ce système qui leur permettra de savoir exactement, ça a fonctionné? Non. Alors, oui, mardi a fonctionné. On n'a pas les images. Pour ça, il faut un gros débit qui sera assuré. Peut-être premières images en fin de journée, c'est-à-dire dans presque 24 heures en fait, pour mardi. On verra le film de la descente. Je pense que ça sera publié demain peut-être ou après-demain. On a assez peu de choses. Non, on savait nous à l'entrée. À un moment ils nous ont annoncé, on vise 250 mètres du centre de l'ellipse. 250 mètres de précision. On ne sait pas exactement. Là, j'ai dû quitter la salle pour venir vous rendre visite, mais on ne sait pas du tout où ça s'est posé. Mais quelque chose me dit qu'on doit être à la région exacte entre la partie, ce qu'on appelle le fan alluvial. C'est toute la partie d'écoulement de gel et puis la partie des sédiments. Donc on est probablement au meilleur endroit possible de l'ellipse. En tout cas, quand on voit les images ici de l'ombre du rover, il doit être à 3 heures de l'après-midi. C'est extraordinaire de voir ce rover qui pèse 900 kg. C'est quand même un 4x4. Enfin, c'est l'équivalent d'un 4x4 en taille et d'une belle voiture en masse. Exactement. C'était la voiture survitaminée, surpuissante. Une énorme capacité, évidemment, pour rouler, pour transmettre des données, pour nous donner du courant, nous les instruments. Et puis surtout, Mark Pircher l'a très bien dit, ces fameux 10 instruments, 80 kilos de science, c'est 10 fois plus que ce qu'il y a sur Spirit Opportunity, qui eux-mêmes étaient 10 fois plus que Pathfinder. C'est vraiment cette galerie, je dirais, d'évolution des rovers. Voilà une nouvelle étape. J'imagine pas qu'il y en ait d'autres d'ailleurs. On est arrivé vraiment à ce qu'il y a de plus beau, vraisemblablement, pour une mission de surface martienne. Merci Sylvestre. On continue à suivre et à parler des instruments. Merci beaucoup d'avoir été présent. On l'applaudit. Merci à vous. Merci à vous d'avoir à la fois le CNES, à la fois la Cité. Je crois que je l'ai dit en introduction, un petit message pour vous. C'est tellement bon. Vous savez, pour construire cet instrument ChemCam, il y a eu plus de 120 personnes qui ont participé. Et ces 120 personnes ne sont pas toutes ici. Une grande majorité sont dans vos salles de la Cité. Donc c'est en priorité tous ces gens que je voudrais saluer qui ont construit l'instrument, bravo à eux. Des laboratoires, de l'IRAP, c'est eux qu'il faut féliciter. Et bien sûr le CNES qui nous accompagne. Et puis je crois que je peux parler aussi pour les gens du LATMOS, c'est-à-dire du laboratoire de Paris pour l'instrument SAM. Eux aussi, ils vous suivent, ils suivent ces émissions. Tout le monde est vraiment content. Donc merci, c'est un effort collectif franco-américain et à l'intérieur de la France, les laboratoires, les universités, le CNES, la Cité. Grand merci. À très bientôt. À très bientôt, Sylvestre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sylvestre qui va, comme beaucoup d'autres, là, vivre en temps martien pendant un certain nombre de temps. Donc, justement, le FIMOC, on termine sur ça. Comment vous allez vivre, finalement, d'abord un peu avec le JPL, en liaison avec le JPL, puis ensuite, vous vivrez la vie à Toulouse martienne? Non, ce sera une vie plutôt... Exactement. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur la planche suivante. Ce qui est important, c'est que les journées martiennes sont presque comme des journées terrestres, mais un petit peu plus longues. Ça va rendre les choses difficiles pour les opérateurs puisque les journées vont durer plus de 24 heures. Mais on va passer. Alors ça c'est pour indiquer la position géographique du FIMOC. Il faut passer encore à la planche d'après. Non, d'après. Encore après. Et bon voilà comment se passe une journée au FIMOC. Il y a 2 temps très importants. Un temps le matin, on va dire, où on reçoit les télémesures de la veille. Au milieu, il y a une grosse réunion qui a lieu entre scientifiques, et puis un temps le soir où on prépare la programmation du lendemain. Et ces journées-là ne durent pas 24 heures, elles durent 24 heures et quelques minutes. Donc il y a un décalage qui se perd tous les jours. Les opérateurs doivent être là le matin de plus en plus tard et terminent de plus en plus tard le soir. Et donc on va voir sur la planche encore après
que voilà une journée typique de travail au FIMOC. Et en quoi consiste ce centre de mission ? Eh bien, le centre de mission du FIMOC va pouvoir maintenant être, après le stress que nous venons de vivre pendant ces quelques minutes, nous avons 2 ans devant nous, au minimum 2 ans, c'est-à-dire une année martienne, parce que le robot est doué d'une énergie nucléaire, comme chacun le sait. Donc, nous avons des réserves d'énergie, mais ces 2 ans, il va falloir les gérer très attentivement, parce que la surface martienne est dangereuse et parce que les données scientifiques sont très précieuses. Donc, on ne va programmer des tirs qu'à bon escient, et on va utiliser les tirs de la veille chaque jour pour le lendemain en fonction de ce qu'on aura mesuré. Et on décidera l'avancement du robot. On a dit qu'il pouvait avancer d'une centaine de mètres par jour, mais il n'avance que si ça ne vaut le coup qu'il avance, bien sûr. Il doit y avoir tellement de monde et c'est difficile de décider, de choisir d'aller là, d'aller là, d'aller là. Donc il y a tout un système qui permet dans la journée de décider. Voilà, et ce système est très complexe, puisque, j'allais dire malheureusement, c'est qu'il n'y a pas que 2 instruments sur ce rover, il y en a beaucoup. Et donc c'est pour ça qu'il y a une grosse animation qui a lieu en milieu de journée, où il y a une conférence de tous les scientifiques qui décident ensemble ce que va être le programme de travail du lendemain. Ok, nous sommes à un petit quart d'heure de la fin de la première partie, en tout cas de notre émission, qui consistait à surtout vivre en direct cette émotion de l'atterrissage du rover. Nous sommes en ce moment tout près d'avoir Olivier Sanguy encore en ligne pour faire un petit point avant de discuter un petit peu avec le CNES de ce qui se passe de son côté. Donc Olivier, comment ça se passe au JPL ? Écoutez, vous entendez ? Voilà, des applaudissements. Tout simplement, l'équipe du rover, les gens qui vont venir faire une conférence pour la NASA viennent de rentrer dans la salle, et donc spontanément, tout le monde les a applaudis. On a entendu même un peu des cris. Il y a notamment M. Gernsmeyer, qui est administrateur associé de la NASA. Et là, il y a véritablement une ambiance... comme si une famille venait de recevoir une bonne nouvelle. On a l'impression que, par exemple, des grands-parents, des cousins viennent d'apprendre que le petit dernier est né, qu'il est en bonne santé, que la maman se porte bien. C'est cette ambiance-là qui règne au JPL ce soir. Merci beaucoup Olivier. Je crois que c'était vraiment un moment attendu. Je vois la sonde Voyager derrière toi là-bas. C'est la sonde Voyager qui va fêter ses 35 ans de voyage dans l'espace. Voilà. Voilà, celle-ci, la sonde Voyager 1 et Voyager 2, il y en a 2 comme ça. Et elles sont depuis 35 ans dans l'espace et elles envoient encore des données, dont des données il y a quelques jours, 28 juillet, très importantes sur les confins du système solaire. Elle va bientôt passer, on sent que on commence à passer avec les sondes Voyager dans le milieu interstellaire. On est toujours prêt, on est toujours à moins d'1 jour-lumière du Soleil, bien entendu. On est encore dans le système solaire au sens large, et on est très peu. Il faudrait 20 000 ans à 25 000 ans à la sonde Voyager pour se retrouver tout près d'une étoile, si c'était le cas. Donc ce n'est pas du voyage interstellaire. Par contre, le milieu interstellaire, lui, on commence à le toucher avec les sondes Voyager, mais c'est 35 ans après. La technologie qui permet de fonctionner pendant 35 ans, c'est la même qu'il y a sur le rover Curiosity, c'est-à-dire une pile avec un matériau nucléaire qui permet de chauffer, de créer un différentiel et qui permet de créer de l'électricité. C'est quand même des systèmes qui sont très performants. On espère que Curiosity pourra en bénéficier très longtemps, voire 10 ans, voire peut-être plus. Tout à fait. C'est ce qu'avait d'ailleurs dit John Grunsfeld ce matin. C'est qu'à chaque étape, même quand il y a un échec, on apprend. Et il avait clairement dit que Curiosity, qu'il soit un succès ou un échec, on apprendrait. Évidemment, c'est un succès, donc on va en gros disposer d'un nouveau moyen de se poser sur Mars. Et John Grunsfeld, qui je rappelle est administrateur, mais aussi administrateur associé pour la science, a clairement dit que le système d'atterrissage de Curiosity pourrait être utilisé sur d'autres destinations. Donc aujourd'hui, l'humanité se retrouve avec un nouveau système d'atterrissage sur les planètes ou les lunes des planètes. Merci Olivier. Il faut savoir qu'on a eu plus de 40 000 connexions sur Internet. Donc c'est énorme parce que 40 000, on est habitué à quelques milliers régulièrement lorsqu'on fait nos directs avec Olivier autour de lancements spatiaux ou d'événements spatiaux. Mais manifestement, on est passé d'un facteur 10, un peu le même facteur qu'il y a entre Spirit et Opportunity pour la science et Curiosity. Au lieu de 6 kilos, on fait 80 kilos. Et bien là, on a multiplié par 10, nous, les connexions. Merci Jean-Bernard
Eh bien, j'espère que ça se passera bien pour le FIMOC et qu'à Toulouse, on viendra vous voir pour savoir comment se porte KEMCAM et surtout quelles sont les analyses scientifiques qui peuvent être faites. Oui, je voulais signaler que comme il y a beaucoup de scientifiques dans la salle et beaucoup de scientifiques aux États-Unis, de même, il y a des ingénieurs du FIMOC qui sont parmi nous et qui ont produit un travail énorme pour préparer le centre de mission et qui sera opérationnel dès aujourd'hui. Donc merci à eux et bravo à tous ceux qui ont travaillé pour préparer l'exploitation des données scientifiques du rover. Merci Jean-Bernard. On va passer la parole à Marc Pircher, je crois, parce qu'on est quand même très heureux d'avoir collaboré, bien sûr, pour cette exposition ici à la Cité de l'Espace Explorer Mars. On a collaboré pour ce matin. On continue d'ailleurs, on va continuer encore pendant 1 heure ou 2. Mais c'est quand même super de pouvoir voir ces images de Mars avec ce rover posé sur Mars. C'est incroyable. Oui, c'est absolument fascinant de voir qu'on arrive à avoir des images à plusieurs millions de kilomètres et puis même si c'est de la basse résolution, pour nous c'est tout aussi émouvant. Ouais. Et Mars Odyssey qui a été lancé il y a une dizaine d'années, qui marche encore alors qu'il était prévu pour 3 ans et qui nous relaie ces informations. Donc ça permet à tous de bien confirmer la bonne position. C'est bien parce qu'il n'est pas posé sur le côté quand même. Hein. Donc on a une bonne position du rover et comme le disait Sylvestre tout à l'heure, on va mettre en œuvre les équipements et on va voir un petit peu comment ils répondent. Et ça, c'est aussi une émotion pour tout le monde. Donc là aussi, tous ceux qui sont venus, je pense que vous êtes tous concernés, et tous concernés par le fait que l'aventure martienne, elle a démarré en 1960, première fois qu'on a essayé. Enfin, quand je dis on, c'est le monde du spatial. Et puis, ça va continuer encore pendant des décennies. Et je crois que ça a marqué une pierre dans la connaissance de Mars, parce que je suis absolument persuadé qu'il y aura le avant et le après Curiosity, puisque ensuite toute la préparation et je dirais la roadmap de ce qu'on va faire derrière va être conditionnée par ce qu'on va découvrir grâce à Curiosity. Donc c'est un grand moment. Alors on va écouter, avant de terminer cette partie d'émission, on va passer au JPL avec Francis Rocard du CNES, qui est le responsable scientifique. Salut Francis. Voilà, donc Francis Rocard du CNES peut intervenir rapidement maintenant, puisqu'on va après écouter... Donc Francis Rocard. Oui, écoutez, ici au JPL, l'excitation est totale. On a vécu ces moments très très forts. Il y avait une tension dans les salles qui était absolument énorme. Et puis l'explosion de joie à l'atterrissage, tout s'est passé absolument comme prévu. Et j'ai cru comprendre qu'on s'était posé à 250 mètres du point prévu, ce qui est assez extraordinaire. Donc énorme succès pour le JPL et pour l'exploration de Mars, bien sûr. Oui, c'est véritablement extraordinaire. Est-ce que Marc voulait poser une question à Francis ? Toulouse, vous m'entendez ? Oui, Francis, tu m'entends, c'est Marc Pircher là. Dis-moi, les scientifiques là, au niveau du JPL, ils sont prêts à regarder les données à partir de quand ? Alors, pour ce qui est de KEMCAM, ils ont un test fonctionnel de l'instrument, je crois, dès demain. Par contre, le premier tir laser est attendu dans une dizaine de jours. Et SAM devrait fonctionner peut-être dans 15 jours, 3 semaines. Donc il va falloir un peu être patient avant de Francis, nos instruments, on les connaît bien, mais le premier instrument des 10, là, parmi les 10, lequel va se mettre en route et avoir des données le plus vite ? Le premier instrument, ça va être le mât qui va être redressé et donc un panorama du site qui va être vraiment les premières données très intéressantes pour savoir où on est et comment l'exploration va démarrer. De toute façon, le rover ne va pas bouger avant fort longtemps puisque tout ce qui est fait n'est plus à faire et ils vont essayer de faire le maximum sur place avant même de bouger et ensuite seulement commencera l'exploration proprement dite avec le déplacement du rover. Merci. Merci Francis. On a eu la chance, on ne savait pas du tout si on arriverait à avoir autant de liaisons avec le JPL, mais enfin ça s'est bien passé. Merci Francis et puis on souhaite merci Olivier pour cette première partie d'émission. Je remercie tous ceux qui ont contribué évidemment à la réalisation de cette liaison qui a permis de savoir ce qui se passait ce matin en direct. Je voudrais tout de même peut-être remercier aussi, au-delà de
Je ne peux pas citer tout le monde, on va faire passer un petit générique, mais ceci dit, je voudrais remercier Olivier Lecante et Nicolas Engrand avec Olivier Sanguy qui ont fait un travail fantastique depuis quelques jours pour faire avec les équipes du CNES qu'on puisse vivre ça avec les émotions qui ont eu lieu. Merci beaucoup et nous nous retrouvons dans quelques minutes pour une continuation du programme, mais nous cessons la liaison avec les transmissions sur Internet. Merci à tous. Nous vous conseillons bien entendu On va remercier la Cité de l'Espace de nous avoir accueillis dans un site aussi extraordinaire parce qu'on se croit y être et montrer en réel aussi ce qu'on a derrière. C'est fabuleux. Merci. On y croit vraiment, on avait envie de le vivre autant que vous et on sait aussi toute la passion qu'ont le public qui vient ici et qui, grâce à la Cité de l'Espace, à nous, à notre travail, permet la médiation et permet de comprendre ce qu'est l'espace. Merci beaucoup. À bientôt.